Si tu veux vivre de ton business de coaching, de ton accompagnement, de ton expertise, mais que tu n'es pas prêt à vendre ton âme pour faire du cash, dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver tes premiers clients, comment scaler sans diluer la qualité de ton accompagnement, si tu dois passer par les ads ou rester 100% organique, et surtout, comment bâtir une autorité réelle sans avoir à mentir ou jouer un rôle. Et oui, même si aujourd'hui personne ne te connaît, tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est ce que je suis actuellement en train d'appliquer pour moi-même. Et j'ai pas 10 000 abonnés, j'investis pas des montants monstres en ads. Et pourtant, j'ai lancé une offre le mois dernier qui m'a permis de générer 12 000 € en 4 semaines. Par contre, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à être franc avec toi. Cette vidéo ne sera pas surmontée avec des edits ou je ne sais quoi. Donc si tu as la capacité d'attention d'un poisson rouge et que tu as besoin de montage pour pouvoir récupérer des informations qui vont permettre à ton business de connaître de la croissance, je te conseille de quitter cette vidéo dès maintenant. Parce qu'elle s'adresse uniquement aux gens qui sont sérieux par rapport à leur business. Maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Dans l'idée aujourd'hui, on va voir 3 problématiques. On va traiter 3 problématiques. Comment bâtir une autorité sans avoir besoin de preuves sociales. Comment obtenir ses premiers clients. Et comment scaler un business de coaching sans perdre en qualité. Donc on va commencer par comment bâtir une autorité sans avoir besoin de preuves sociales. Et petit spoiler, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, quand tu achètes du high ticket, tu dépenses une somme qui est importante. Et au final, c'est pas un achat compulsif de 50 €. Plus tu vas demander d'argent à quelqu'un, plus tu dois transférer 3 certitudes. Et ces 3 certitudes, c'est que la méthode fonctionne, que ton produit est le bon véhicule, et surtout que ça va marcher pour eux. Donc ça, c'est un petit graphique que j'avais fait d'un coaching que je reprends là, et ça démontre parfaitement que plus on va demander d'argent, donc en fonction de notre offre, du prix de notre offre principale ou de notre offre d'entrée ou peu importe, plus ça va demander de l'argent. Et nous, coachs, consultants, formateurs, on a envie de se placer en high ticket, donc on a envie de se placer au-delà des 1000 € parce que forcément, ça nous permet de derrière ça investir dans nos équipes, d'investir dans des ads, puis c'est des montants qui sont intéressants, qui peuvent nous permettre d'aller chercher des gros MRR, ok, des gros mois en fait, tout simplement. Donc forcément par rapport à ça, ça demande une confiance qui va être au-delà de la moyenne que les gens vont nous accorder sur internet. Et du coup l'idée c'est de se poser la question, du coup comment est-ce qu'on fait pour construire cette preuve sociale quand on débute? Comment est-ce qu'on fait? Et donc pour corroborer mes dires, j'ai pris 3 citations. Donc une de Alex Hormozy qui nous dit que the more you charge, the more trust you have to earn. Sorry for the English. Price is just a representation of how much belief the buyer has in the outcome. Donc plus tu fais payer cher, plus tu dois mériter la confiance. Le prix n'est qu'un reflet du niveau de foi que l'acheteur a dans le résultat que tu lui promets d'obtenir, tout simplement. Russell Brunson, je vais vous épargner de mon anglais cette fois-ci. Il va nous dire que les gens n'achètent pas parce qu'ils te comprennent, ils achètent parce qu'ils se sentent compris. Ok, ça vient de Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros de valorisation. C'est pas n'importe qui. Il est considéré comme l'un des meilleurs marketeurs au monde actuellement. Dan Kennedy, pareil. Donc là, c'est vraiment le big boss en termes de marketing. C'est-à-dire que un Hormozy, un Russell Brunson, ils vont apprendre de lui tout simplement. Donc par rapport à ça, lui, ce qu'il nous dit, c'est quand tu vends cher, tu vends pas un produit, tu vends une croyance, une certitude, autrement dit. Donc, du coup, comment on fait? Il y a 3 façons de construire ce trust autour de nous. La première façon, c'est à travers ce qu'on a fait. Et donc là, l'idée, c'est juste de se poser la question, est-ce qu'on a déjà eu les résultats qu'on promet à d'autres personnes de faire? Si oui, c'est parfait, parce qu'il y a 4 façons de les mettre devant les yeux des bonnes personnes. Et c'est ce qu'on va voir ensuite. La deuxième façon, c'est à travers ce qu'on a permis d'être fait. Donc, est-ce qu'on a permis à d'autres personnes d'avoir les résultats qu'on va proposer à d'autres personnes? Et donc là, l'idée, c'est si on a eu ces résultats-là, on va vouloir les mettre devant les yeux des bonnes personnes. Et la troisième façon, c'est à travers ce que d'autres personnes qui ont de la preuve sociale vont dire ce qu'on fait. Et là, l'idée, c'est juste de se poser la question, est-ce qu'il y a des figures d'autorité qui vont parler de l'expertise que j'ai et qui vont la mettre en avant de sorte à faire grossir l'importance de mon expertise? Et si oui, dans ce cas-là, je vais parler de ce que vont dire ces personnes qui ont de la preuve sociale. Une fois qu'on comprend ces 3 façons de construire ce trust autour de nous, et bien tout simplement, on a 4 façons de les mettre devant les yeux des bonnes personnes. Et ces 4 façons, c'est prospecter, forcément, faire des ads, se faire recommander, ou alors faire du contenu. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur comment le mettre devant les yeux des bonnes personnes grâce à la création de contenu, parce que je pense que c'est le domino à faire tomber qui va rendre tout le reste beaucoup plus simple. C'est-à-dire que à partir du moment où on crée du contenu, on arrive à développer cette autorité, qu'on arrive à développer ce contenu de qualité autour de l'une de ces 3 façons de créer du trust autour de nous, ça rend la prospection plus simple, parce que quand on va prospecter
connectés, par exemple sur Instagram, les personnes vont regarder notre compte Instagram et donc vont se dire, ok, il a l'air pertinent dans son contenu. Même si on n'a pas énormément de vues, si on a l'air pertinent dans notre contenu, tout simplement, on peut nous accorder ce trust. En ads, pareil, la recommandation, forcément, si on fait du contenu et que notre contenu est pertinent, on peut se faire recommander simplement parce qu'on fait du bon contenu. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas le problème que nous on résout peut connaître des gens qui vont avoir le problème que nous on résout. Et cette personne-là peut nous découvrir grâce à notre création de contenu. Et donc forcément, pour moi, c'est un domino à faire tomber qui rend tout le reste, au final, beaucoup plus simple. Donc, pour mettre en avant une de ces 3 façons de construire ce trust devant les yeux des bonnes personnes en création de contenu, il y a 3 postures que je conseille en général aux élèves que je prends au sein de mon accompagnement pour tout simplement leur permettre de créer cet environnement où ils vont pouvoir casser des croyances et au final construire de la confiance. Donc, ces 3 postures-là, c'est la posture expert, la posture explorateur et la posture journaliste. Donc, la posture expert, c'est la posture la plus connue et forcément aussi la plus utilisée. Pour vous donner des exemples concrets, c'est la posture que des gens comme Le Mouton Noir ou Christopher Van Gen vont utiliser. L'expert, c'est celui qui transmet à partir d'un savoir dont il a des preuves que ça fonctionne dans le monde réel. Quand tu vas regarder un expert, t'es prêt à l'écouter parce qu'il dégage non seulement une autorité naturelle, mais aussi une autorité factuelle de par ses résultats et sa renommée. C'est quelqu'un qui a déjà de la bouteille. Mais le truc, c'est que cette posture-là, la posture expert, c'est aussi une posture qui va flinguer énormément de créateurs parce qu'elle est mal utilisée, parce qu'elle est mal incarnée, parce qu'elle est forcée. Et beaucoup vont penser que quand on va faire de la création de contenu et qu'on a par la suite envie de vendre un accompagnement, une formation, peu importe, il faut tout de suite adopter la posture expert et donner des conseils sur un ton assertif ou quoi que ce soit, mais c'est pas la seule option. Parce que elle peut vite devenir toxique quand tu te forces à l'adopter alors que t'as pas encore assez de recul ou que tu te caches derrière pour faire sérieux. Par contre, elle peut très bien fonctionner si t'as des faits incontestables de ton expertise sur un sujet ou alors si tu sais simplifier ton expertise sans te perdre dans le jargon. En général, tu peux prendre la posture expert quand t'as déjà de la bouteille. Mais voilà, si on simplifie à fond, la posture d'expert, c'est parler de ce qu'on a fait, nos succès, notre savoir, des faits concrets sur un ton plus ou moins assertif. Maintenant, la deuxième posture, c'est la posture d'explorateur. C'est la plus accessible quand on débute et c'est aussi l'une des plus puissantes si on la joue bien. Ici, t'es pas celui qui sait, t'es celui qui part devant, apprend, qui teste, puis qui revient partager ce qu'il découvre. Et en faisant ça, tu crées de l'identification et de l'engagement. L'explorateur, il est pas là pour dire voici comment faire, il va te dire viens on apprend ensemble. Un petit exemple, Tristan Vincent sur les réseaux sociaux qui lui va documenter son grind vers les 100 000 euros par mois depuis maintenant plus de 200, 300 jours et cette posture elle fonctionne très bien pour lui. En gros sa posture c'est j'ai tel objectif, je vais tout documenter et pendant mon ascension je vais vous partager un maximum de valeur sur les différentes choses que j'apprends au jour le jour. Et cette posture là elle fonctionne si tu es encore en train de construire tes offres ou ton expertise, tu veux créer du lien sans te sentir illégitime et si tu documentes au lieu de prétendre savoir. Donc là, si je dois donner un exemple de contenu ou d'accroche qu'on va utiliser dans ce cadre-là, dans le cadre de cette posture-là, c'est par exemple, j'ai testé 30 jours de publication quotidienne sur Instagram, voilà ce que j'ai appris. On va pas dire, voici ce que tu dois poster pour grossir sur Instagram. Non, c'est, j'ai testé ça, voici ce que j'ai appris et ce que tu peux du coup mettre en place pour avoir les mêmes résultats que moi. Et bien sûr, adapté à ta niche et ton expertise. Et l'avantage avec cette posture, c'est que tu peux la garder même quand tu progresses. Un expert qui garde une part d'explorateur, c'est ultra inspirant. Donc si on simplifie à fond, encore une fois, la posture d'explorateur, c'est parler de ce qu'on est en train de faire, nos succès récents, nos échecs récents et nos apprentissages récents pour faire gagner du temps et inspirer ceux qui ne se sont pas encore lancés. Et oui, on peut vendre avec cette posture-là, et la preuve en est que Tristan n'a pas encore atteint son objectif des 100 000 euros par mois, mais il est déjà à 10 000 euros par mois en documentant son grind, du début à la fin, enfin du début à là où il en est aujourd'hui. Et enfin, la troisième posture, c'est une posture intéressante, c'est une posture que moi-même j'ai découvert sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que avant je postais du contenu où je faisais tout bien, je connais les codes des réseaux sociaux et ça marchait pas forcément. Mais le contenu qui a commencé à bien faire marcher mon compte, c'est un contenu où inconsciemment j'ai pris une autre posture. Et en parlant avec mon mentor à l'époque, ce qu'il m'avait dit c'était que je paraissais pas moins expert, c'est juste que j'avais adopté une posture qui me correspondait plus à l'instant T. Et cette posture-là, c'était la posture journaliste. Donc la posture journaliste, c'est un peu le hacker des deux mondes, donc de l'expert et de l'explorateur. Parce que du coup, le journaliste, il va pas forcément enseigner, il va mettre en lumière. Il va observer, il va analyser, il va sélectionner, et puis il va reformuler en simplifiant pour son audience. En gros, c'est celui qui va être au contact des secrets, des big fast, des big man, et qui va les transmettre à nous, les gens du peuple. La grande idée, c'est juste de créer du contenu à partir d'autres sources. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir à la recherche d'informations, on va synthétiser, et puis on va transmettre. Et là, pour les
exemples, ça va être une posture que moi, j'ai tendance à utiliser de temps en temps, ou alors, par exemple, Mathis Clouet à ses débuts. C'est-à-dire que Mathis Clouet à ses débuts, il a sorti des contenus où il va dire, j'ai passé 48 heures avec Hormozy. Ok, il est au contact de l'expert, j'ai dû avoir plein de discussions là-bas, j'ai fait son mastermind, c'était cool. Voici toutes les informations que j'ai pu en tirer pour que vous puissiez les utiliser. En gros, quand tu es journaliste, tu deviens un curateur de valeur. Et ça, c'est ultra utile pour ton audience. Surtout si tu simplifies bien. Ok, là, c'est le mot-clé, simplifier bien. Et un autre truc qui est super intéressant avec cette posture, c'est que l'audience va t'associer petit à petit, inconsciemment, à ces personnes dont tu parles. Donc, si tu parles d'insight d'expert à un expert, si tu parles d'insight de chercheur à un chercheur. Et par exemple, Mathis Clouet, il parlait de Hormozy, ça l'a associé à Hormozy et donc à un big man, forcément. Et ça va jouer sur le trust que les gens vont avoir sur toi. Ça va jouer sur ton branding. Donc, si on simplifie à fond, encore une fois, la posture de journaliste, c'est récupérer les succès, apprentissage, erreurs, réussite des autres pour les transmettre à ceux qui en ont besoin en synthétisant le nectar. Et donc, ces trois postures-là, elles nous permettent, en fonction de notre stade d'avancement, en fonction de notre façon de construire ce trust qu'on aura défini, de pouvoir le véhiculer directement dans notre création de contenu sans que ça paraisse forcé. Si aujourd'hui j'ai envie de construire du trust à travers ce que j'ai fait, et ben dans ce cas-là, je peux choisir la posture d'expert. Si je veux construire du trust à travers ce qu'on a permis d'être fait, je peux choisir la posture expert ou alors explorateur. Et si je veux construire du trust à travers ce que d'autres personnes qui, eux, ont de la proof, vont dire sur notre expertise, et ben dans ce cas-là, je peux choisir la posture journaliste. Et là, j'ai même à un niveau débutant, je peux construire petit à petit de la confiance envers mon expertise. Parce que même si j'ai pas d'expertise, mais que j'arrive à simplifier des concepts qui sont difficiles pour les autres, qui ne sont pas dans mon expertise, dans ce cas-là, ils vont m'associer aux experts dont je parle et ça va me permettre de pouvoir construire cette confiance même si j'ai pas forcément encore eu moi-même les résultats. Donc ensuite, deuxième problématique, maintenant qu'on a compris comment créer cette confiance, comment obtenir ses premiers clients. Et ça, c'est une problématique que beaucoup de gens vont avoir. Et l'idée, c'est que c'est un sujet ultra important, même pour des gens qui sont plus avancés au final, parce que c'est quelque chose qui doit être bien fait. Et pourquoi ça doit être bien fait? Parce que la façon dont tu vas obtenir tes premiers clients, la vitesse à laquelle tu vas les obtenir, et ce que tu vas en faire, vont en grande partie influencer la suite de ton activité. Si tu fais ça bien, tu vas avoir une croissance exponentielle. Et si tu fais pas ça bien, tu vas avoir des débuts rocambolesques. Et tu vas même risquer de ne jamais faire décoller ton business de coaching. Si aujourd'hui, tu fais encore des mois à zéro, c'est probablement parce que ta façon d'obtenir tes premiers clients, ou en tout cas ce que tu en as fait après, c'était pas forcément la meilleure chose. Ok. Et encore une fois, pour corroborer mes dires, j'ai pris cette fois-ci 2 citations. Donc encore une fois, Alex Hormozy et cette fois-ci Paul Graham. Mais Alex Hormozy, ce qu'il dit, c'est que la façon dont tu obtiens tes premiers clients donne le ton à la croissance de ton business. Si tu les gagnes par ton travail et tes résultats, tu construis une machine. Si tu les obtiens par des raccourcis, tu construis un piège. Donc la façon dont tu vas obtenir tes premiers clients, elle est très importante. Est-ce que tu vas en faire et la vitesse à laquelle tu les obtiens. Paul Graham, l'un des cofondateurs de Y Combinator, donc incubateur de startups comme Airbnb, de grosses startups, lui va te dire, fais des choses qui ne sont pas scalables. Autrement dit, prends le temps au début, parle à tes prospects, construis avec eux, parce que c'est ce qui va te donner l'élan et les bonnes fondations. Donc c'est à ce point important. Ce qu'on va faire et comment on va obtenir nos premiers clients. Et donc là, j'ai fait un petit graphique. L'idée, c'est de créer du contenu. Ce contenu-là va nous permettre d'avoir des interactions. Chacune des interactions qu'on va avoir sur notre contenu, c'est-à-dire like, commentaire, story, vraiment toutes les interactions qu'on va avoir par rapport à notre présence sur les réseaux sociaux, on va les DM. Et on va leur faire une offre irrésistible. Là, je pars vraiment du principe qu'on a 0 client, on n'a jamais de client, on a 0 preuve sociale. C'est chaud, on a commencé à faire du contenu, mais on n'a pas encore de clients. On a forcément des interactions. Ces interactions-là, on va les DM. Et après avoir échangé avec eux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer une offre irrésistible. Cette offre irrésistible, ça va être, je te prends gratuitement, je vais te faire atteindre des résultats, genre je vais te monter en l'air. Après ça, tu vas me faire un témoignage, qui moi va me permettre d'aller chercher d'autres clients. Et si on atteint un objectif qu'on se définit tous les deux là, si ça fait sens pour toi, tu me payes. Et là, l'idée en fait, c'est que si toi, t'es sûr de ton expertise, si t'es sûr que tu vas permettre d'atteindre des résultats, bah pourquoi pas le faire? On va avoir trop d'ego souvent à se dire que ouais mais la personne elle doit me payer, etc. Mais brother, si tu commences, déjà si tu lui fais pas atteindre les résultats, au moins tu ne lèses pas la personne. Et de 2, tu vas apprendre de tes erreurs d'une façon ou d'une autre. Soit tu vas apprendre de tes succès, soit tu vas apprendre de tes erreurs. Maintenant, si tu lui permets d'atteindre des résultats, tant mieux. C'est un succès, c'est un témoignage, et puis la personne va te payer. Donc, c'est vraiment un no-brainer quand on commence de faire ce genre d'offre où on fait rentrer la personne gratuitement, on charbonne comme des chiens pour faire atteindre des résultats à cette personne-là, et à partir du moment où cette personne-là a des résultats, et ben cette personne-là peut payer,
et donner un témoignage. Autrement, eh ben, c'est une perte de temps pour la personne et toi, c'est un apprentissage. Donc, une fois que la personne, on l'a montée en l'air, c'est-à-dire qu'on lui a fait atteindre les résultats, là, la personne donne un témoignage. Et une fois qu'on a récupéré ce témoignage, nous, ça nous permet ensuite de s'appuyer sur les résultats obtenus pour faire du contenu sur ces résultats obtenus, ok? Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous créer de la confiance encore plus, parce que forcément là, on va s'appuyer sur du concret, on va s'appuyer sur des résultats qu'on a obtenus pour faire du contenu. Et donc là, ça va générer de l'interaction encore plus qualifiée, encore plus intéressée, et on reprend le cycle. Et même en story, on va pouvoir partager ces résultats de façon quotidienne, de façon hebdomadaire. À ces stories-là, on va avoir des interactions, on va avoir des réponses aux stories, on va avoir des likes. Et donc, forcément, là, ça part en DM. Ça part en DM et on repropose. Ainsi de suite. Maintenant, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a 5 témoignages, 5 à 10 témoignages, là, guys, on peut commencer à faire payer. Et l'idée, c'est que, vraiment, et je tiens à insister dessus, t'as pas besoin d'un tunnel plus compliqué que ça pour faire un mois à 10K quand tu vends du high ticket, je te l'assure. C'est-à-dire que même si là, tu as déjà des témoignages clients, tu vas juste pas faire une offre Act Now, Pay Later. Tu vas juste faire du contenu, te baser sur les interactions, envoyer des DM. À partir de là, tu les amènes sur un appel, offre, tu prends le témoignage, tu t'appuies sur les résultats obtenus et tu refais du contenu. Pareil en story. Et je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que là, dernièrement, je me suis lancé sur Instagram le défi de faire une offre à 100 000 euros par an, donc 10 000 euros par mois. J'ai littéralement relevé le défi et je l'ai terminé en 6 semaines en générant 12 000 euros en 4 semaines, juste en faisant ça. C'est pas compliqué. Beaucoup de gens vont chercher à rendre ce principe-là plus compliqué, mais c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et si aujourd'hui, ton contenu ne parle pas aux bonnes personnes, ton approche en vente ne parle pas aux bonnes personnes, ton offre ne parle pas aux bonnes personnes, dans ce cas-là, c'est un problème soit de contenu, soit d'approche en vente, soit d'offre. C'est pas une question de méthode. Si c'est le cas pour toi, envoie-moi juste un DM sur Instagram, donc @kika.donzinga, et je me ferai un plaisir de t'apporter un peu de mon aide. Mais vraiment, pour faire 10K par mois avec un business de coaching, formation, quand on vend du high ticket, il n'y a pas besoin d'un tunnel beaucoup plus simple. So, la troisième problématique, c'est la suite logique. Comment scaler un business de coaching sans perdre en qualité? Et là, la plupart des coachs pensent que scaler, c'est vendre plus tout en restant rentable. Et c'est pas totalement faux. Mais scaler, c'est pas juste ça. Scaler, c'est aussi gagner plus sans travailler plus. Et le truc, c'est que nous, coachs ou personnes qui vendent des accompagnements, dans notre croissance, il y aura toujours un moment où on va se heurter à un plafond de productivité. C'est-à-dire que on va faire de la création de contenu, on va créer des ressources, on va faire du closing, il y a les clients à servir. Et souvent, quand on va vouloir scale, c'est-à-dire quand on va vouloir prendre plus de clients, eh ben, on va se retrouver à du coup devoir faire plus de création de contenu, plus de closing, à délivrer sur plus de clients. Et donc forcément, au bout d'un moment, bah, ça devient un enfer. Okay, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de faire tout ça. Et par rapport à ça, heureusement, bah, il existe une méthode qui permet, enfin il existe plusieurs méthodes, de tout simplement scaler proprement sans perdre en qualité dans notre accompagnement. Parce que si pour scale, on doit faire diminuer la qualité de notre accompagnement ou on doit faire diminuer la qualité de notre création de contenu, etc., vous doutez bien que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais il existe une méthode qui permet d'augmenter le CA tout en restant rentable sans avoir à décupler proportionnellement à la croissance que l'on veut, nos efforts, et tout en faisant en sorte que la qualité de notre accompagnement soit au top. Et là, pareil, j'ai pris 2 citations là, de Dan Martel et encore une fois Alex Hormozy. Donc Dan Martel, il dit que si la croissance signifie plus de travail, on n'a pas un business, on a un job. C'est du salariat déguisé, ok? Ce qui est très vrai. Alex Hormozy, lui, va plutôt dire, scaler, c'est pas faire plus, c'est faire moins, mais mieux, à grande échelle. Et donc, pour faire ça, on a 3 façons de scale. La première, c'est d'augmenter notre prix. Et là, l'idée, c'est simple. C'est de se poser la question. Combien de personnes est-ce que je peux prendre aujourd'hui sans faire diminuer la qualité de mon accompagnement tout en faisant tout ce que je dois faire à côté pour continuer d'acquérir des clients? Et une fois qu'on a ce chiffre-là, l'idée, c'est de mettre du volume en termes d'acquisition pour faire en sorte que ces places-là soient sold out. Si on voit qu'on est sold out, dans ce cas-là, l'idée, c'est de délivrer sur ces clients, récupérer des témoignages sur ces clients-là, et puis s'appuyer sur ces témoignages-là pour augmenter nos prix. C'est-à-dire qu'on va invoquer le biais de rareté et d'urgence. Et là, en fait, tout simplement, on va créer une boucle de croissance où si à chaque fois on augmente nos prix et on a des places limitées, dans ce cas-là, ça fait augmenter la valeur perçue
de notre offre. Donc ça, c'est une façon intéressante de scale. Mais bon, forcément, il y a un plafond. On ne peut pas augmenter indéfiniment nos prix. Donc heureusement, il existe d'autres façons de scale. Maintenant, la deuxième façon de scale, c'est de recruter un coach. En fait, on va repartir du même chiffre qu'on s'est mis en tête par rapport à combien de gens est-ce qu'on peut accompagner sans faire baisser la qualité de notre accompagnement, sans faire diminuer la qualité de tout ce qu'on va faire à côté en termes d'acquisition de clients. Et on va se poser la question, est-ce qu'on est sold out? Si on est sold out, si on n'a plus de place là pour continuer d'avancer et de faire du chiffre, dans ce cas-là, on va recruter un coach. Et prendre un coach, ça va nous libérer du temps, ça va nous libérer des places, mais c'est important de le préciser, surtout quand on va commencer, en fait. Disons qu'on peut prendre 10 à 15 personnes. 10 à 15 personnes sur une offre high ticket, disons même au minimum 1000 euros, c'est 15 000 euros. Si on prend un coach, ça nous fait un x2 en capacité de vente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un plafond à 15 000 euros par mois, et ben du coup, on passe à un plafond à 30 000 euros par mois. Et donc, en soi, c'est une bonne façon de scale. Et à partir du moment où on va recruter quelqu'un qui va nous permettre d'aller chercher plus de gens, donc de faire un x2 sur notre chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, est-ce que ça fait sens de payer cette personne 3 4 000 euros? Oui, surtout si le coach est de qualité et qui permet d'assurer une bonne qualité d'accompagnement. Parce qu'au final, si cette personne, elle nous permet de nous faire gagner 10, 15 000 euros supplémentaires, forcément, c'est intéressant. Mais forcément, il y a bien plus à ça. Donc, pour recruter un coach, il y a des process, il y a des frameworks. Faut que notre offre soit calibrée pour ça. Faut qu'on ait un process d'onboarding. Faut trouver la bonne personne. C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on a fait dernièrement pour un de mes élèves qui, lui, avait une capacité à prendre 15 personnes à 3 000 euros par trimestre. Et maintenant, il a fait doubler sa capacité à prendre des personnes dans son accompagnement et maintenant il peut en prendre 30 par trimestre. Il a doublé sa capacité à faire du chiffre. Et là actuellement on est en train de travailler sur l'acquisition pour lui permettre tout simplement de remplir ces places-là. Donc je peux potentiellement faire une vidéo dessus, commenter process en dessous de cette vidéo si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Comme ça je vous apporte de la valeur sur comment recruter correctement et efficacement. Donc ensuite, la troisième façon de scale, en fait, simplement, c'est une façon que j'ai observée dernièrement aux États-Unis où en fait ils vont traiter le business comme une sorte de digital coffee shop. Et l'idée, c'est de se dire que, comme dans un coffee shop, tu peux prendre ton café de 3 façons. Tu peux prendre ton café à emporter, tu peux prendre ton café sur place, et tu peux prendre uniquement les grains de café. Et de la même manière, avec ton offre, tu peux proposer du DIY, donc do it yourself. Tu peux proposer du do it with you, donc un accompagnement, notamment. Ou alors, tu peux proposer du done for you. Donc, on le fait pour toi. Et donc ça, c'est équivaut à e-learning, ça, c'est équivaut à accompagnement, et ça, c'est équivaut au modèle agence. Et en fonction de l'offre, forcément, on charge plus. Et ce qui est bien avec cette façon de scale, c'est que on va pas laisser d'argent sur la table. C'est-à-dire que même des gens qui ont des petits budgets, mais cherchent quand même à faire la chose eux-mêmes, on peut leur proposer une offre moins chère. Des personnes qui ont besoin de se faire accompagner pour implémenter notre expertise, et ben tout simplement, on peut leur proposer un accompagnement. Et des personnes qui sont plus avancées et qui n'ont pas à avoir le temps d'apprendre pour implémenter, et ben tout simplement, il peut y avoir le modèle agence. Et là, forcément, c'est des gros montants parce que forcément, vous allez mettre plus de votre temps, plus d'efforts dans la prestation. Donc voilà, ça c'est les 3 façons de scale. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on en a choisi une, on veut pouvoir décupler notre capacité à vendre parce que maintenant, il y a des places à remplir et il faut les remplir. Par rapport à ça, j'ai pas mal de ressources là actuellement. Il y a pas mal de façons de le faire. Donc ça, c'est un peu, ça c'est une session carrément que je fais directement aux gens dans mon accompagnement où je leur présente les différents tunnels de vente, les différentes ressources à mettre dans les tunnels de vente, les différents moyens de les qualifier, etc. Bref, beaucoup de choses sur les systèmes d'acquisition de clients. Mais voilà, ça c'est des choses un peu plus avancées. Mais à partir du moment où il s'agit de remplir en fait ces places-là, une fois qu'on est prêt à scale, tout simplement, une chose que vous pouvez faire, c'est m'envoyer un petit message sur Instagram. Et puis, on peut voir comment est-ce que je peux vous aider à construire ce business à 10, 20, 30, 50 000 euros par mois. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Envoie-moi un petit message sur Instagram si tu veux récupérer ce tableau. Et abonne-toi pour plus de valeur. Peace out.